Bon, les communications, je vais vous les rappeler parce que vous avez un programme, mais la communication microbiote du docteur Ben Houidga a été faite le barh. Parce que bon, aujourd'hui, il a un mariage, le mariage Safi, donc il n'a pas voulu rater ça. Il est venu, il l'a fait hier. Aujourd'hui, c'est les 4 communications qu'on va faire passer. Normalement, il y a un pré-test qu'on va faire pour les confrères qui sont là. Et je vais lancer le pré-test. Le pré-test, on va poser des questions. Vous répondez à main levée, par oui ou par non. Et on refera le pré-test après la communication du docteur Sinafa. D'accord? On lance le pré-test. La première communication du professeur Sehmed, c'est dépistage des hépatopathies, biologie et imagerie. Alors bon, le pré-test, la première question, une élévation des transaminases est toujours associée à une molécule du foie, à une maladie du foie. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, ceux qui disent c'est vrai, ils lèvent la main. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9, je pense qu'il y a au moins une trentaine de personnes, 30, 40 qui sont là. On passe à la deuxième question. Oui. Donc 9. Alors il y a 9. On passe à la deuxième question. Alors c'est vrai. D'accord? Donc on passe à la deuxième question aussi. Les transaminases sont le critère principal d'évaluation directement corrélé à la sévérité de l'atteinte hépatique. Est-ce vrai ou faux? Par lever de main. Si c'est vrai, vous levez la main. Donc il y a toujours 10-15%, il y a pratiquement 1, 2, 3, 4. Bon, c'est une minorité pour moi. Ce n'est pas une majorité. Vous voyez le tableau? Vous levez les mains s'il vous plaît. Ah là, maintenant ça devient une majorité. Oui, ok. Donc c'est vrai. La troisième question. Alors là aussi c'est vrai. Troisième question. Une élévation chronique des transaminases est affirmée après 6 mois d'évolution. Est-ce vrai ou faux? Pour les vrais. Très bien, là c'est une majorité. Les faux? Ceux qui répondent faux, bon, c'est une minorité à 5. On passe à la quatrième question après avoir vu la réponse de cette. Donc c'est vrai, d'accord. La quatrième question. Les différents tests pronostiques hépatiques dépendent exclusivement du résultat du bilan hépatique. Est-ce vrai ou faux? Alors les vrais en majorité aussi. Résultat? Ah d'accord. Donc c'est vrai. Il y a d'autres questions? Alors là, maintenant on demande au professeur, j'aime bien dire professeur parce que bon, pour moi, tous ceux qui communiquent, qui donnent, qui informent, qui enseignent sont des professeurs. Lui, il n'aime pas beaucoup ça, mais pour moi c'est professeur Sehmed Sinafa. Salam alaikum, marhaba bikoum. Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour la qualité de l'accueil, bien entendu, l'hospitalité algérienne et l'hospitalité de Schleuf. Merci à toutes et à tous d'être présents et d'essayer de discuter tous ensemble sur une thématique
qui nous intéresse. Et donc, je remercie les organisateurs d'avoir consacré cette matinée quasiment à l'étude du foie, d'autant que j'ai le plaisir d'être avec certains de mes collègues, n'est-ce pas, Monsieur Chiri, n'est-ce pas, Monsieur Courti? Donc, ça, voilà, je parle pour moi, vous m'avez rajeuni de quelques années, a-t-on dit. Et Monsieur Tafat qui vient d'arriver. Donc, alors, je vais vous parler de médicaments. Je vais parfois dire des bêtises, je vais citer des noms de médicaments. Donc, il est obligatoire pour moi de vous déclarer mes liens d'intérêt, bien que personnellement, je n'ai aucun conflit d'intérêt à la conduite de ces présents propos. Et donc, je vais vous parler de choses tout à fait en totale liberté, avec des amis. Alors, on va parler du foie. De quoi allons-nous parler? Je vais vous dire 2 mots sur le foie, ce fameux organe dont notre culture a peut-être une sensibilité particulière. La question a été intitulée dépistage, mais vous verrez qu'en fait, on va surtout parler d'exploration et on va voir à la fin, à l'issue des explorations, est-ce qu'on peut faire une stratégie de dépistage? Parce que qui dit dépistage dit implicitement et englobe implicitement politique de santé publique. On va parler de lésions hépatiques. Comment allons-nous classer les lésions hépatiques? D'autant plus que je remercie le comité d'organisation de m'avoir dit, ils ne m'ont pas dit hépatite, ils m'ont dit hépatopathie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse quelques définitions et vous excuserez donc le petit questionnaire qui était soumis, c'était pour dire quelle est la différence entre une hépatite et une hépatopathie. D'accord? Donc il y a une petite nuance, je vais essayer d'y répondre. On va parler d'exploration et puis on va aborder le dépistage. Alors, le foie, bon, cet organe, pour la majorité des gens, il est à droite. De temps en temps, en cas de situs inversus, il peut être à gauche. Ça complique les choses quand vous ferez vos explorations. Un organe d'environ 1,5 kg, c'est un des plus gros organes du corps humain. Et puis surtout, il a une aptitude. Il supporte un débit cardiaque qui peut aller jusqu'à 5 litres minute de sang. Et de telle sorte que c'est, allez, si on voulait être simple, on dirait, c'est l'usine du foie, du cœur. Et donc, pourquoi? Vous avez vu, il y a cette espèce de structure aréolaire. Vous avez la structure, le lobule et l'unité anatomique. Et vous avez donc, imaginez un peu Venise vue de haut, imaginez Amsterdam vu de haut, et donc vous avez tous ces canaux qui vont faciliter les échanges, qui vont faciliter la production, qui vont faciliter l'équilibre, la participation à tout ce qui est homéostasie. Et donc, vous savez très bien qu'il existe une double circulation sanguine, une circulation veineuse, la veine porte, les veines sus-hépatiques, vous connaissez tout ça, le tronc porte, et il y a aussi une circulation artérielle, et entre les deux, vous avez des lacis, pour les plus jeunes, on va dire des espaces de 10, là où il y a toutes les cellules kupfériennes, faisant un peu dans le moderne, et puis il y a aussi une circulation biliaire qui va transporter certaines sécrétions et participer à certaines pathologies. Alors, hépatopathie veut dire tout simplement atteinte du foie. Donc, une fois qu'elle aura été identifiée, il va falloir les classer. Et puis, on va se mettre d'accord. Est-ce qu'on les classe selon la chronologie, hépatite aiguë, hépatite chronique? Est-ce qu'on les classe selon le mode physiopathologique ou selon le mode déclaratif, hépatite cytolytique, quand c'est une cytolyse qui domine, hépatite cholestatique? Ou est-ce qu'on va parler d'hépatite aiguë, bien entendu, ou hépatite au stade de cirrhose, au stade de fibrose avancée, au stade de fibrose compensée ou au stade finalement avec un degré de sévérité, et on va parler de quelques lésions élémentaires. Alors, mais avant tout, chers collègues, vous êtes médecin, donc il faut assumer le job. Le job, ça veut dire qu'il va falloir, en première approche, il faut écouter le malade. Je crois que c'est la première chose qu'on fait. Donc, il va vous raconter ses facteurs de risque. Il va vous dire, j'ai fait un voyage, j'ai pris des comprimés, j'ai pris de l'alcool, j'ai mangé des champignons. Donc, vous allez vous faire une idée là-dessus. Après, vous allez examiner le malade. Vous allez étudier les séquences cliniques. Tout le monde sait dans la salle, douleur, fièvre, ictère, vous regardez la vésicule. Tout le monde sait ce que c'est que quand vous avez une association avec des myalgies, avec des courbatures, avec la température, vous allez taper secteur hépatite virale, le fameux trépied de l'hépatite virale. Et ainsi de suite. Vous allez savoir,
reconnaître une hépatite aiguë sévère, souvent j'emploierai des anglicismes, acute liver failure, hépatite fulminante, hépatite subfulminante, ou encore ça a été abordé dans certaines pathologies hier où on disait acute and chronic liver failure. C'est l'histoire de quelqu'un qui a une maladie alcoolique par exemple et qui de temps en temps se réalcoolise. Donc vous avez un fond chronique sur lequel va se rajouter un fond d'acutisation, ou bien vous avez l'exemple de l'hépatite B qui va faire sur un fond de maladie chronique, va faire des épisodes de réactivation ou des épisodes d'exacerbation qu'il faudra définir. Enfin, une fois que vous avez examiné votre malade, vous allez lui causer un petit peu avec lui, vous allez lui faire un pronostic, vous allez l'évaluer. Donc c'est les 3 E. Vous écoutez, vous examinez et vous évaluez. Donc on va essayer de voir un petit peu les éléments qui nous permettent de faire tout ça. Alors, si on devait classer sur la chronologie, vous savez que les hépatites aiguës, c'est souvent l'épanage des hépatites aiguës virales. Vous avez l'exemple de l'hépatite A chez nous, vous avez l'exemple de l'hépatite E, et vous savez donc que ça se diagnostique avec des IgM. On n'aura pas le temps de repasser en revue, sinon vous serez là encore dans 2 ou 3 jours. Mais on va quand même prendre quelques notions. Et vous savez que pour évaluer la sévérité d'une hépatite, il est usuel. Bon, vous êtes attiré par les transaminases, mais en réalité, le degré de sévérité, vous allez dire le foie, on va admettre que le foie est le responsable de la synthèse des facteurs de coagulation. Donc, lorsqu'un foie devient défaillant, il ne va pas fabriquer les facteurs de coagulation, donc le TP va être bas. Donc pour les plus jeunes, quand vous appelez un de vos aînés pour lui dire « Voilà, j'ai une hépatite grave, il a 878 de transaminase sur une normale qui est à 35 », déjà vous allez lui simplifier la vie en lui disant « Il est à douzaine, quinzaine », vous allez utiliser les multiples de la normale et puis surtout vous allez lui donner le TP. Parce que grosso modo, c'est le TP qui est l'indice d'activité. Dixit, la première question qui avait été posée. D'accord? Donc tout le long de mon exposé, vous trouverez les réponses aux questions qui ont été posées. Et on refera le test après pour voir si tout le monde a assimilé et si je parle comme il faut. Donc c'est une méthode d'évaluation. Donc vous allez voir que le TP, quand apprenez, grosso modo, les petites flèches rouge, vert, jaune, quand vous avez un TP supérieur à 70%, on a le temps de voir un peu les choses. Quand vous avez un TP qui est inférieur entre 50 et 70, ça commence à être un petit peu conséquent. Et si vous avez un TP inférieur à 50, une hépatite sévère, le patient doit être rapproché d'une structure hospitalière dotée de moyens de réanimation hépatique. On définit l'hépatite aiguë, l'hépatite sévère, et lorsque il y a un TP à moins de 50% et que s'installe une insuffisance hépatocellulaire avec une encéphalopathie, on va parler, si ça se fait en 15 jours, c'est une hépatite fulminante. Si ça se fait en plus de 15 jours, c'est une hépatite subfulminante. Donc, voyez comment un mot arrive à résumer une situation. L'apanage des hépatites aiguës, c'est souvent la guérison, mais il faut savoir que quand vous êtes en pleine brousse, quand vous avez, méfiez-vous des hépatites, il y a des signes cliniques qu'il faut connaître. Quand vous avez une hépatite sévère, aiguë, vous avez une atrophie hépatique, et il y a un signe qui est très important, je parle pour les plus jeunes, si vous avez une hépatite aiguë qui a mal, ça veut dire que le foie est atrophique, ça veut dire que la capsule de Glisson, qui est la partie vascularisée, est sensible, je parle sous contrôle des chirurgiens, et ça veut dire qu'il y a probablement un indice de gravité, le temps pour vous d'avoir le TP. D'accord? Donc, on fait de la science, mais on fait aussi beaucoup de pratique. Hein? D'accord? Alors, ensuite, on pourrait les classer selon les étiologies. Je vais aller très vite. Vous avez les hépatites virales. Donc, je vous ai mis les 4 points cardinaux. On ne va pas refaire la totale. Vous avez les hépatites auto-immunes, la CBP, qu'on n'appelle plus cirrhose biliaire primitive, mais qu'on appelle cholangite biliaire primitive. Et là, on a appris à écouter les malades. Hein. Ça fait partie du bon métier. On ne dit plus cirrhose biliaire à quelqu'un qui n'a jamais bu, ça a choqué. Donc on a changé le terme depuis quelques années. On dit cholangite biliaire primitive. C'est plus chic, mais c'est aussi du respect par rapport à ceux avec qui on cause. Vous avez les hépatites par surcharge. La surcharge en fer, vous savez que c'est l'hémochromatose. La surcharge en cuivre, c'est la maladie de Wilson, et ainsi de suite. Vous avez des maladies rares et vous avez tout ce qui est DILI. Mais là, je pense que hépatite et médicaments, c'est la chasse gardée aujourd'hui de M. Chéry, donc il vous dira tout ça. D'accord? Vous avez ce qui nous préoccupe, les hépatites, tout ce qui est stéatopathie dysmétabolique, dont on reparlera tout à l'heure. Alors, la biopsie.
eh ben, la biopsie, ça reste quand même utile. Depuis l'avènement des SNIF, scores non invasifs de fibrose. On est taquin un peu les hépatologues. SNIF, parce qu'on a l'habitude de parler avec les hépatites C, les trucs. Donc, les scores non invasifs de fibrose, depuis l'avènement de certaines techniques, on va avoir d'exploration, on a réduit de 70% nos besoins en biopsie. Les jeunes médecins, aujourd'hui, ne pratiquent peu ou pas les biopsies de foie qui sont devenues de l'apanage du radiologue, alors que nous, les anciens, on a été formés à faire énormément de biopsies. Mais grosso modo, la biopsie, elle peut aller apporter certains éléments du diagnostic. Donc voici comment se déroule à peu près une biopsie de foie. Repérage échographique, ou si vous n'avez pas d'échographe, vous envoyez tout le monde à la radio à la queue leu et le radiologue va vous mettre une croix là où il y a la plus belle tranche de foie, en évitant la vésicule, en évitant le rein, en évitant le poumon. Sinon, ça ferait un petit peu désordre. Et puis, vous allez faire votre anesthésie locale. Vous pouvez remarquer que je n'ai pas changé de montre, hein, d'accord ? Donc, et puis le patient, et une fois que vous avez fait votre prélèvement, un petit spaghetti qui représente sur les 1200 kilos sur ces 1200 grammes de foie, vous enlevez 1 gramme à 2 grammes. Donc c'est un petit cheveu, et donc il va déjà y avoir des problèmes de représentativité. D'accord ? Donc est-ce que 1 pour 1000 est représentatif? Mais on admet que sur une maladie qui est homogène, c'est représentatif. Et puis votre malade, après, il va rester couché 4-5 heures sur une poche de glace, et dans certains cas, dans certaines conditions, il peut bénéficier d'une surveillance pour anticiper sur quelques complications. Exemple où on a besoin encore, où la biopsie de foie est incontournable, c'est l'hépatite auto-immune. Il n'y a pas encore de succès d'année, il n'y a encore rien qui remplace. Les hépatites auto-immunes doivent encore bénéficier d'une biopsie de foie qui va montrer une hépatite chronique, un pismile d'écrosis, une souffrance des hépatocytes, une lame bordante qui va être érodée et qui va montrer une infiltration lympho-plasmocytaire avec la fameuse image en rosette et un granulome inflammatoire. Ça, c'est indispensable au diagnostic. Après, hier, ça a été évoqué, vous avez par exemple certaines maladies. Un de nos collègues avait parlé, notre confrère qui avait parlé de l'atrésie des voies biliaires, avait dit que le diagnostic différentiel se faisait avec le déficit en alpha-antitrypsine. Voici ici la biopsie d'un déficit en alpha-antitrypsine. Vous voyez tous qu'il y a des inclusions éosinophiles PAS positifs qui permettent de faire le diagnostic, bien sûr, qui avait été déjà évoqué sur le biais d'un dosage effondré ou bas de l'alpha-antitrypsine. Vous avez aussi, là je vous raconte une histoire pour vous dire combien les biopsies sont encore nécessaires. Voici un jeune, il a 29 ans, il est originaire de Centrafrique, il a une hépatite B que je pensais contrôler. Malgré le fait que sa charge virale est indétectable, qu'il a une très bonne réponse, il continue à présenter des manifestations d'hypertension portale. On n'avait pas bien compris l'affaire, donc du coup on lui fait une biopsie de foie, et regardez la biopsie de foie, elle montre, quand on la regarde de plus près, elle montre un granulome giganto-épithélioïde qui est centré sur cette espèce de lésion bilobée. On se demandait qu'est-ce que c'est ça. C'est pas un grossissement du virus B au microscope électronique, je vous rassure. Et là, je vois tout de suite, y a-t-il des perspicaces? What is that? Là, je dois dire, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, vous me dites quel est votre diagnostic. Eh bien, vous voyez, c'était une petite bizarrerie. Donc, on y va. Je suis sûr que dans la salle, certains ont reconnu une schistosoma hématobiome. Donc, ça, si vous avez ça 2 fois de suite, vous allez jouer au loto. Vous serez gagnant. Donc, voilà, la biopsie de foie reste incontournable. Mais maintenant, si vous connaissez le nombre de personnes qui sont soumises au risque de fibrose, au risque de maladie du foie, pouvez-vous concevoir qu'on biopsie tout le monde? Si on devait biopsier tous ceux qui sont à risque, moi, je ne pourrais jamais venir en congrès, on aurait des listes superposées et on passerait notre temps à faire des biopsies. Donc, il faut trouver une alternative plus simple pour faire un diagnostic. Et on va essayer d'estimer la fibrose. Mais pourquoi on va mesurer la fibrose? Parce que la fibrose, c'est un bon endpoint, c'est une bonne évaluation, c'est un bon critère intermédiaire, c'est un bon surrogé de critères. Vous avez vu hier les endocrinologues, j'ai essayé de chahuter un peu en disant est-ce que l'hémoglobine glyquée est le reflet? Eh bien, la fibrose, on fait le même parallèle, bien que ce ne soit pas du tout la même chose. Donc, il est plus facile de mesurer la fibrose parce que la fibrose, c'est elle qui assure le pronostic de la maladie.
Donc on tourne la question et on revient à assumer la fibrose. La fibrose, alors, elle fait partie des mécanismes de l'homéostasie. Vous ne pouvez pas étudier un phénomène comme ça pour des raisons analytiques. Je vais vous parler d'un phénomène, on va dire il est comme ça, mais en réalité, dans le corps humain, il y a une homéostasie, tout un équilibre. Donc, il y a un process qui vise à détruire la fibrose, un process qui vise à augmenter la fibrose, et tout ça est connecté. Donc, il y a des plateformes, il y a des liens entre la fibrose, l'angiogénèse, l'inflammation. Et c'est pour ça qu'hier, toutes les discussions qui se passaient, vous avez bien vu que le cardiologue rejoignait l'endocrinologue, et vice-versa. Il y a des links, il y a des liens. Un corps humain, c'est un tout, et il y a un équilibre. Bien sûr, tout ça est modéré par des caractéristiques génétiques intrinsèques, personnelles, et par des comorbidités. Alors, voici ici comment on mesure la fibrose. On va tordre le mythe. Je vais prendre le temps de vous expliquer. Je vois avec mes plus jeunes collègues, voici une biopsie de foie. Ici, il n'y a pas de fibrose. Le toxique va arriver dans les espaces portes. Il va y avoir un processus de cicatrisation. La fibrose, c'est je me coupe, je cicatrise, je me coupe, je cicatrise, et à la fin, mon pouce, il va perdre de sa souplesse. Et donc, ici, c'est un F1, voyez-vous. Ensuite, la fibrose est étendue, c'est un F2, il fait des ébauches de pont. Et puis ensuite, ça continue, parce que c'est un mécanisme chronique. Vous êtes F3, c'est presque annulaire. Et après, vous êtes au stade de cirrhose. Parce que vous avez vu, il y a une perte de l'architecture lobulaire et une ébauche de nodules de régénération. C'est la définition de la cirrhose. Alors que vous, dans votre jargon, surtout en France, le cirrhotique, c'est une définition psychosociale. C'est un mec qui a un béret, un Marcel, une bouteille et qui est jaune comme un coin. Mais en réalité, la définition de la fibrose, de la cirrhose, selon la classification de Métavir stade 4, et vous imaginez après que quand tout ça durcit, ça devient, le foie qui était un organe souple, il devient une espèce de pomme de terre, et la circulation se fait moins bien, ça ne remonte pas, donc ils font flagada de l'encéphalopathie hépatique, l'eau stagne et ils font de l'acide et des œdèmes des membres inférieurs, et surtout, je parle sous contrôle des endoscopistes, la circulation se dérive sur les coronaires stomachiques et ça donne les fameuses varices œsophagiennes, les fameuses manifestations d'hypertension portale qui peuvent saigner. Donc on ne peut pas comprendre, on ne peut pas dépister si on n'a pas compris les mécanismes physiopathologiques. Maintenant, pareil, on peut aussi utiliser des marqueurs de fibrose qui vont nous indiquer par rapport à la fibrose. Et je vous cite les chefs de file. Le score de fibrose, vous avez... Alors, vous les utilisez. Normalement, ici, ça se fait. Il y a peut-être des laborantins dans la salle qui en parleront mieux que moi, où on envoie les prises de sang en France ou en Turquie pour être analysées. Et on vous fait donc un fibrotest. Je vais vous montrer des exemples, ou un fibromètre. Et donc, voici ce qu'on dose. Pour faire un fibromax, voici ce qu'on dose. On dose ces éléments qui sont tout à fait banals. Doser comme vous voulez une bilirubine, une GABA-GT, une aptoglobine, un glucose, du cholestérol. Ça fait 2 jours qu'on en parle, donc c'est très facile. Mais après, vous les mettez sur une courbe, sur une formule qui est protégée et qui a un coût. C'est comme la formule du Coca-Cola. Personne ne va vous la donner, elle est propriétaire de la personne. Et voici un résultat d'un test de fibromasse. Comment lire ce résultat? Donc c'est joli, c'est des couleurs, mais rassurez-vous, les malades, ils vont lire Internet, ils viennent en consultation, ils vous ramènent 4 photos. Voici comment il faut lire ici. Tout à fait par là, le score de fibrotest est à 0,50. Donc il y a 50% de probabilité pour que ce soit de la fibrose. C'est une fibrose modérée, F2. Il y a... au niveau de la stéatose, il y a 49%, c'est une stéatose modérée. Il y a 38% de probabilité d'activité, c'est une fibrose modérée, stéatose modérée, activité minime, A1, A1, A2. Et puis, H-test, il y a 3% de probabilité pour que ce soit dû à de l'alcool. Donc, ce n'est pas de l'alcool. Et il y a 75% de probabilité pour que ce soit de la stéatose non alcoolique. Donc, c'est une NASH. Voici un résultat d'une NASH avec une fibrose. Donc, comment on l'a approché par une technique substitutive. Ça coûte un petit peu cher. Il y a le fibromax du pauvre, c'est le FIB4. Et là, je vais vous casser la tête. Le FIB4, tout le monde doit savoir le faire. S'il vous plaît, c'est quelque chose qui devient... Quand vous demandez des biologies, vous avez l'habitude de demander une urécréatinine, et maintenant, les labos modernes vous répondent en vous mettant la clairance. Et donc, le FIB4, c'est comme la clairance.
Donc maintenant, il faut le calculer systématiquement. C'est très facile à faire. Si vous avez inférieur à 1,30, le malade n'a pas de fibrose. Si vous avez supérieur à 3,25, le malade a de la fibrose. Et on verra pour tout à l'heure, parce que c'est un petit peu un préparatif, comment orienter vos malades et vous les rassurer avant de les envoyer. Tout, en médecine générale, en Europe, le FIB4 a tendance à se généraliser. Retenez le FIB4, s'il vous plaît, pour ceux qui travaillent loin des structures tertiaires. C'est très facile. Plutôt que de vous dire, allez sur, je ne vais pas faire de pub parce que je n'ai pas le droit, j'ai mis des liens d'intérêt, mais il y a des formules. Moi, j'ai un téléphone sur lequel il y a toutes les formules. Éventuellement, je veux bien céder celles qui sont gratuites. Vous avez aussi un NAFLD score qui est une autre probabilité pour diagnostiquer la non-alcoolique fatty liver disease, cette fameuse NASH stéatose dont on a parlé depuis 2 jours. À côté de ça, il y a un fibroscan. Alors, c'est le maître mot. Le fibroscan, c'est un appareil qui mesure l'élasticité du foie. Donc c'est un appareil qui est doté d'une sonde, vous l'appliquez un peu comme ça, l'examen dure 10 minutes, vous mettez votre malade sur le côté, vous tirez sur 2 espaces intercostaux et vous allez voir comment l'onde va se diffuser. La problématique, si j'ai un peu de temps, c'est de dire si on vous fait tomber une goutte, si vous balancez un caillou dans l'eau, ça fait plouf. Mais après, ça donne une onde. Et cette onde, elle va cheminer calmement et va aller sur la bordure. Si vous avez un dispositif qui enregistre l'onde, qui mesure sa vitesse, qui mesure sa déviation, vous avez tout compris. Si vous balancez le même jour, le même caillou dans de l'eau qui est gelée, l'onde sera totalement différente. Donc, en appréciant l'élasticité d'un foie, vous pouvez avoir l'idée de la fibrose. Donc, c'est un score, c'est un marqueur non invasif de fibrose. Voici ce que doit lire le fibroscan. Je pourrais répondre aux questions sur le fibroscan. Donc, il va vous mesurer une élasticité. Et voici en gros comment ça se passe. Vous êtes entre 2 côtes, il ne faut pas taper sur les côtes, il faut taper dans la zone bleue. Et vous voyez, il analyse 4 cm, c'est déjà un petit peu mieux que le spaghetti dont on avait parlé lors de la biopsie de foie. Et vous allez repérer. Et là, maintenant, la technique se développe. Je parle à nos amis endoscopistes plus téméraires que moi. Et maintenant, on va essayer, cet appareil va connaître un développement, on va mesurer directement l'élasticité à l'intérieur de la rate. Et là, vous avez un meilleur critère prédictif des dérivations qui se font sur la mésentérique et vous avez une meilleure prédiction du risque de rupture de varices œsophagiennes. Donc vous voyez comment on progresse petit à petit dans l'exploration. Donc c'est le critère de jugement, ça vous permet de dire F2, F3, F4 comme on avait vu tout à l'heure. Jadis, on commençait à traiter les hépatites virales qu'au stade F2. Maintenant, on traite tout le monde parce qu'on a des médicaments sûrs, rapides, courts et efficaces. Et aussi pour actionner le dépistage du carcinome hépatocellulaire. Et donc maintenant, il nous arrive SSM, veut dire Splenic Stiffness Measurement, la mesure de l'élasticité de la rate. Alors, que dire d'autre? Vous avez d'autres images. Je vais aller très vite. Bon, l'échographie, vous connaissez mieux que moi. Les scanners avec reconstruction pour les aspects volumétriques, les IRM. Jadis, on faisait des biopsies. Vous avez certainement fait des biopsies pour mesurer la charge hépatique en fer, la quantité de fer dans une hémochromatose. Maintenant, vous avez des IRM qui sont dédiés à ça et qui vont vous dire ce gars, il a tant de fer, donc c'est une hémochromatose et on ne fait plus de biopsie. Maintenant, la dernière question, ce qu'on devrait faire, ça serait d'évaluer ensemble la fonction hépatocellulaire. Je vous ai dit dans la 3e partie, après votre discussion avec le malade, vous allez lui donner un pronostic, vous allez l'informer, vous allez lui dire « Monsieur, voici au grade où vous êtes », sans trop l'inquiéter. De temps en temps, vous avez aussi besoin d'évaluer la fonction hépatocellulaire pour faire une comparaison, surtout si vous faites de la recherche ou si vous développez des médicaments. Je pense qu'on en discutera après. Mais aussi la grande question qui intéresse tous nos chirurgiens, c'est comment évaluer la masse hépatocytaire fonctionnelle pour pouvoir décider de faire une intervention ou non à un malade. Si vous avez une boule dans un foie, jusqu'où faut-il aller pour pouvoir enlever cette boule? Il faut que le foie d'à côté puisse vivre. Voici la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez tous l'habitude du bilan hépatique. Donc, je dirais, bon, le bilan hépatique, vous avez tous répondu tout à l'heure, les transaminases ne sont pas toujours originaires du foie. Vous savez qu'un des pièges, c'est de regarder les CPK. Vous avez des transaminases, 80% des transaminases sont intrahépatiques, 20% c'est extrahépatique, un peu dans le cœur et un peu dans les muscles. Donc, si vous avez quelqu'un qui a fait un marathon, qui n'est pas entraîné,
et que vous faites ces transaminases le lendemain matin, il aura une cytolyse, ne vous inquiétez pas. Elle ne sera pas d'origine hépatique, elle va spontanément résoudre. Donc le bilan hépatique, vous le connaissez, mais il y a des choses un peu plus pertinentes, et c'est ça dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que cette fameuse une combinaison de scores cliniques? Il y a cirrhose et cirrhose. Dans les cirrhoses, on va établir un score. Vous allez faire la classification de Child, tous les hépatologues la connaissent, c'est la classification la plus utilisée, elle est très robuste, donc vous allez compter, vous allez analyser la bilirubine, vous allez donner des points, 1, 2 ou 3, l'albumine, l'encéphalopathie, l'acide, le prothrombine et le taux de prothrombine, et vous allez faire un total. Si le gars a entre 5 et 6, c'est un cirrhotique compensé Child A. Si le gars a entre 10 et 15, il n'est pas bien, il est fatigué. C'est un C 10 à 15. Et là, le pronostic, la médiane de survie s'effondre. Donc ça vous permet de donner aussi des index. Et est-ce qu'il faut opérer, par exemple, une brave mamie qui aurait une fracture du col qui serait Child C, vous l'opérez avec moins d'enthousiasme qu'un jeune qui est Child A. Donc la classification de Child, je crois que tout médecin devrait la connaître. Il ne faut pas la prendre, hein, il faut la calculer sur des algorithmes, tout Internet, tout le monde là. Il y a d'autres index qui sont un peu plus pertinents. Le MELD, Model of End-Stage Liver Disease. C'est la modélisation du foie. Alors, vous avez vu tout à l'heure, quand on prend pour qu'on puisse réfléchir un petit peu ensemble, quand vous prenez une bilirubine, on avait dit 50. À partir de 50, vous mettez 3. Mais si vous prenez quelqu'un qui a 51, est-ce qu'il est exactement le même malade que quelqu'un qui a 250? Non. Donc, il faut transformer votre variable 3 points en une variable continue. C'est le principe du MELD. Vous mettez une courbe de régression logistique. C'est une fonction mathématique. Et là, vous avez un éclaté. Et quand vous regardez, vous calculez le MELD. Donc, vous allez avoir une idée. Et à quoi sert ce MELD? Il sert à classer les gens en liste d'attente sur la transplantation hépatique. Le principe étant que le plus grave passe devant sans trop. Et vous avez, par exemple, cet exemple. Exemple pratique. Figure ici des calculs de MELD. Si vous avez quelqu'un qui a un MELD, le MELD va de 6 à 40. Si vous avez quelqu'un qui est inférieur à 14, il a plus de risques avec la greffe que non-greffe. Donc moins de 14, on ne l'inscrit pas en transplantation hépatique, sauf exception. Donc c'est une façon de classifier les gens. Et quelqu'un qui a un MELD à 30, il est greffé dans le bois. Il y a des nuances, on pourra en parler. Mais quelqu'un qui a un MELD à 39, 40, non, il est trop sévère probablement. Donc voilà des astuces qui nous permettent de progresser un petit peu dans la classification des malades. Et ceci m'amène donc à dire, une fois que vous avez validé tout ça, est-ce qu'on peut réellement se lancer dans du dépistage? C'est l'exemple de l'hépatite C. L'hépatite C est l'exemple typique de maladie qui se dépiste, puisque maintenant on a un traitement qui dure 12 semaines, il existe même en Algérie, et qui guérit 96 à 99% des cas. Donc toutes les règles de l'OMS sont validées, et il faut faire des dépistages, et il faut, pour pouvoir traiter vos malades, il faut répondre à ces 10 questions succinctement, oui, et puis on fait du dépistage. Mais malgré tout, là je voulais vous faire réfléchir un peu, s'il n'y a pas la motivation des médecins, ça ne peut pas marcher. Voici un exemple d'étude de dépistage qu'on est en train de faire, qui a été présenté il y a 10 jours à l'EASL à Dijon, France, et à l'ASLD, à l'EASL à Londres. Donc il reste encore beaucoup de boulot à faire, mais surtout il faut se garder et il faut rester motivé pour pouvoir faire du dépistage. Et je voulais vous dire merci et vous dire pratiquement merci pour le questionnaire. Vous aviez répondu pratiquement à tout. Donc l'élévation des transaminases, vous le savez tous, elle peut être due à autre chose qu'une maladie du foie. Les transaminases sont le reflet, non, c'est le taux de prothrombine, vous le saurez pour les plus jeunes. L'élévation chronique, c'est à partir de 6 mois. Et vous avez vu que dans les caractéristiques de gravité des maladies du foie, il y avait souvent le rein qui intervenait, et on finit un petit peu comme hier où on disait le syndrome cardio-rénal, le syndrome hépatorénal. Donc les organes sont liés entre eux, il faut en tenir compte pour les aspects pronostiques. Avec tous mes remerciements.